Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gayaveda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Pour une meilleure hygiène de vie, une bonne santé ou par curiosité. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans ce 4e épisode, nous sommes heureuses de recevoir notre première invitée dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Il s'agit de Sophie Benhabi, praticienne en Ayurveda, créatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Aventures Vertes de Sophie. Avec Sophie, nous aborderons les thèmes du printemps et des bonnes pratiques à faire durant cette saison. Nous parlerons de l'alimentation, des épices et des plantes à consommer en cette période. Nous laisserons Sophie vous partager sa vision de l'Ayurveda, son parcours, son activité et ses projets. Bonne écoute! Bonjour Sophie! Bonjour! Bonjour! On t'accueille aujourd'hui Sophie dans notre épisode 4 du podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Sophie Benhabi, donc tu as travaillé dans le milieu des ressources humaines, puis dans le secteur informatique, jusqu'à ce que tu comprennes que ta voie elle était tout autre. L'Ayurveda s'est imposé face à toi comme la solution pour faire du bien autour de toi et répondre aux maux de chacun et de chacune de manière naturelle et douce. Tu as donc entrepris une formation de 3 ans sur Paris, puis tu as eu une belle expérience en clinique ayurvédique en Inde du Sud pour approfondir tes connaissances. Tu continues encore aujourd'hui à te former entre l'Inde et la France, et tu crées beaucoup autour de l'Ayurveda afin de partager ton savoir, ta passion et ton enthousiasme pour cette médecine. Grâce à toi, nous pouvons découvrir l'Ayurveda à travers ton blog ou ta chaîne YouTube Les Aventures Vertes de Sophie, ou même en s'offrant tes e-books. Et justement, pour cette saison de printemps, tu proposes un e-book dédié aux bonnes pratiques à mettre en place en ce moment. Et les personnes qui ont la chance d'habiter Paris ou la région parisienne peuvent venir te consulter. Et on retrouve toutes les informations sur ton site Les Soins Verts de Sophie. Alors, on est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast afin d'en connaître un peu plus sur toi, sur ton parcours, sur tes projets. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, nous dire qui tu es et comment tu as connu l'Ayurveda ? Oui, bien sûr. Je suis ravie vraiment de pouvoir échanger avec vous et d'avoir été invitée pour ce podcast. Donc en fait, comme tu l'as dit, je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans et donc je suis praticienne en Ayurveda en Île-de-France, plus précisément donc dans les Yvelines, à Guyancourt. Et alors moi, comment j'en suis venue à l'Ayurveda ? En fait, c'est un peu l'Ayurveda qui est venu me chercher en quelque sorte, puisque donc j'étais ingénieure informatique et je sentais que si je continuais en fait dans ce domaine, ça allait mal finir pour moi en fait, en burn-out ou en dépression. Et je sentais en fait que ça naissait en moi. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait que je trouve en fait ma voie en cherchant tout simplement. Et donc je me souviens, c'était dans mon bureau à l'époque. J'ai pris l'ordinateur et j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qui pouvait résonner en moi. Et de fil en aiguille, je sais même pas comment je suis tombée sur ce mot, je suis tombée sur le mot Ayurveda. Alors, je connaissais pas du tout, je sais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, j'ai commencé à regarder, à chercher ce que c'était. J'ai commencé à comprendre que ça venait d'Inde, que c'était hyper global, qu'il y avait énormément de pratiques dans l'Ayurveda, que c'était très vaste et que c'était pas hyper connu chez nous en France. Et donc là, voilà, ça a été le gros déclic et je me suis dit, mais je veux absolument dédier ma vie à cette pratique, apprendre cette pratique, la partager, la faire découvrir et voilà, et ne faire que ça en fait. Et ça a été très vite, vraiment très vite. Quelques mois après, j'ai commencé la formation et puis l'aventure était lancée. Et qu'est-ce que l'Ayurveda, du coup, t'a apporté dans la vie ? Alors, l'Ayurveda, déjà, elle m'a aidé à m'accepter dans mes forces et dans mes faiblesses, donc de vraiment me comprendre et de travailler en bonne intelligence. C'est bizarre de dire ça, mais de travailler en bonne intelligence avec moi-même en fait, d'apprendre à reconnaître mes limites et de bien travailler aussi avec mon environnement extérieur et de comprendre à certains moments de la journée ou à certaines saisons comment mes énergies
se manifestaient et pourquoi en fait elles étaient différentes, parce que je ressentais que j'étais forcément impactée par tout ça, mais je comprenais pas pourquoi en fait. Donc ça m'a vraiment appris cette intelligence-là de travailler en synergie avec le monde qui m'entoure, les personnes qui m'entourent également, donc de mieux les comprendre et de mieux me comprendre moi-même. Et comment du coup définirais-tu l'Ayurveda à des personnes qui ne connaissent pas du tout? Alors, pour moi, l'Ayurveda, c'est une sagesse, une sorte de garde-fou de l'équilibre de la personne. Et ce qui est intéressant avec l'Ayurveda, c'est quand on a une personne qui est en face de soi, on cherche vraiment à la comprendre, mais comprendre en fait quelle a été son historique, comprendre quelle a été son histoire en fait personnelle, pour trouver les racines de ces différents mots qu'elle peut avoir et qu'elle nous expose lorsqu'elle vient nous rencontrer. Et c'est comprendre aussi son alignement. Est-ce qu'elle est vraiment alignée sur son chemin de vie? Comment elle se développe? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans sa vie? Et pour l'Ayurveda, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on considère une personne forcément de manière globale. Et pour l'Ayurveda, un être, c'est ce qu'on appelle un purusha, c'est-à-dire un être qui est composé d'une âme, d'un corps, de ses 5 sens, d'un mental. Et c'est vraiment comprendre toute cette symbiose de l'être pour pouvoir le soigner et répondre à sa problématique que le corps signifie en fait. C'est comme ça que je définirais l'Ayurveda. Très belle définition. Le plus important après, c'est de ne pas avoir peur en fait de l'Ayurveda, dans le sens où je sais que ça prend du temps. Ce sont des choses qui se mettent en place en fait avec de la patience. On change pas ses habitudes du jour au lendemain. Et quand on veut appliquer l'Ayurveda, il faut vraiment être patient. Pour moi, c'est l'une des qualités premières quand on veut faire entrer l'Ayurveda dans sa vie. C'est la patience, l'ouverture et la régularité. Ça, c'est sûr que sans régularité, on n'a pas de résultat, parce que c'est quand même une médecine douce, hein, et les résultats, on les a sur le long terme. Et c'est là où le corps nous récompense. Le corps et le mental nous récompensent. Donc voilà, faut apprendre à cultiver le carpe diem et à faire des efforts au jour le jour et savoir se récompenser, se dire bravo, j'ai réussi, j'ai fait ça et c'est un cadeau pour moi et je me remercie de l'avoir fait, d'avoir pris le temps pour le faire, parce que l'excuse de j'ai pas le temps, en fait, si on s'écoutait, on n'aurait jamais le temps de grand chose finalement, hein. Donc c'est surtout prioriser les choses et se dire est-ce que c'est une priorité pour moi ou pas. Est-ce que tu peux révéler à nos auditeurs quels sont ton ou tes doshas dominants? Alors oui, je suis Pitta Vata, de double constitution Pitta Vata. C'est marrant parce qu'on disait on voyait beaucoup de Kapha chez toi avec un visage très grand, lumineux, grande bouche, grands yeux. Mais pour toi, ça serait pas. Ouais, et la douceur, ouais. C'est très gentil. En fait, je suis un Veda m'avait dit que j'étais Pitta Vata, mais avec une bonne proportion de Kapha juste derrière mon Vata, en fait. C'est pour ça qu'il y a pas mal de traits, même au niveau du mental ou même des déséquilibres. J'ai tendance à avoir souvent des déséquilibres Kapha. D'accord. Alors justement, tu parlais de problématiques que peuvent avoir les personnes. Oui. On va aborder là notre thème du printemps. Est-ce que justement au printemps, tu as certaines pathologies qui reviennent, qui peuvent être liées au dosha Kapha peut-être? Oui, tout à fait. Ça, je le vois beaucoup en consultation ces derniers temps. Alors, déjà, c'est la digestion qui est énormément impactée. Il y a beaucoup de toxines qui remontent, donc ce qu'on appelle ama. Beaucoup de personnes qui ont la langue chargée, qui ont des mucosités au niveau du nez, le nez qui est pris, qui souffre de remontée de mucus en fait, hein. Donc il y a ça, et puis forcément les fameuses allergies, les allergies printanières qui est il y en a, on va dire 1 personne sur 5 qui a ça en ce moment. Donc c'est essentiellement ça, et je remarque aussi des problèmes de congestion lymphatique et de problèmes de circulation. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir les jambes lourdes et d'avoir une circulation un petit peu faible en ce moment, ouais. Et donc tout ça, c'est beaucoup lié justement au dosha Kapha. On parlait dans notre épisode 2 du podcast des doshas Vata, Pitta et Kapha. Tout à fait. Et donc le printemps est particulièrement une saison dans laquelle Kapha est dominant. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi le lien entre le printemps et Kapha? Alors en fait, donc Kapha, c'est l'énergie de la terre et de l'eau, et au printemps, ces énergies-là en fait ressortent parce que tout simplement il y a les premières chaleurs donc de l'année, hein, après l'hiver, qui vont se matérialiser dans l'environnement ambiant. Et ces premières chaleurs, qu'est-ce qu'elles font sur la terre et l'eau? En fait, elles vont les liquéfier en quelque sorte au niveau de l'organisme, au niveau du mental aussi. Et ça va, en fait, on le voit par exemple, au printemps, on voit bien qu'il y a pas mal d'humidité finalement. C'est un mélange de chaleur et d'humidité. Là, on est complètement en plein dedans. On devient un peu fou avec les changements de température. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Un coup, il pleut, un coup, il fait sec, un coup, il y a du soleil, un coup, il y en a pas.
Et cette dichotomie, on va dire, entre cette alternance de température et de climat fait que Kappa se liquéfie, et donc on a la fonte des neiges, on a la terre pardon qui reste très humide et très empreinte d'eau. Et tout ça, ça augmente les qualités en fait de lourdeur, d'humidité et de liquéfaction que peut avoir Kappa en fait. Et du coup, est-ce que tu conseillerais une détox printanière pour nettoyer le corps pour toutes les personnes qui ont soit les pathologies ou soit juste pour qui veulent nettoyer leur corps en cette saison? Ah oui, tu veux dire en prévention ou qui ont une pathologie avérée? Alors oui, bien sûr, Alors, attention au mot détox, ça dépend ce qu'on met en fait derrière, puisque pour l'Ayurveda, donc forcément on adapte à la personne, au terrain de la personne. Et par exemple, on entend beaucoup les questions de jeûne. Ça, je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, ça dépend de votre terrain, ça dépend de votre force en fait, de la force de votre corps. On fait pas un jeûne n'importe comment et ça va pas être forcément adapté pour tout le monde. Par exemple, les personnes qui sont très vata ou très pitta dominantes, le jeûne va pas forcément être la meilleure des réponses. Ça dépend, à part s'il y a un très très gros excès en kappa et qu'on n'a pas le choix, mais généralement on va partir plutôt sur une monodiète. Et peut-être que les auditeurs le connaissent déjà, ce type de monodiète, c'est le Kitcharik, on va dire le plus doux finalement la plus douce des monodiètes qu'on connaît en Ayurveda, et qui permet donc de pas carencer le corps et de pas l'affamer. Donc pour les Vata qui ont du mal au niveau de l'énergie, et ça crée encore plus de vide au niveau de leur corps, plus de stress, plus d'angoisse. Pour les pitas, ça va les affamer littéralement de faire une monodiète juste avec un fruit par exemple. Là, au moins, il y a de la consistance et ça permet d'apaiser le mental et le corps. Tout à fait, oui. Une monodiète peut être avérée pour les personnes en prévention ou si jamais il y a beaucoup d'amas, donc beaucoup de toxines au niveau de l'organisme. Après, c'est au niveau du temps que ça va être à voir avec la personne. Donc ça peut être une monodiète de 2 jours, une monodiète de 3 jours, de 5 ou 7 jours. D'accord. Ça se prépare en amont et ça se prépare en aval pour pas choquer l'organisme. Et sinon, plus globalement, au niveau alimentaire et au niveau phyto, quels sont les aliments, les épices, les plantes que tu privilégierais actuellement? Oui. Déjà les épices, clairement, les épices qui vont équilibrer ces excès de kappa. Donc on peut partir sur des épices assez douces, comme par exemple le pipali. Je sais pas si ça les personnes les auditeurs connaissent. Le pipali qui est un poivre indien, qui a la forme d'un petit cône de pain, qui est tout petit, qui a un petit goût sucré et qui du coup va énormément équilibrer kappa et vata. Et ça, on peut le prendre à la place du poivre ou dans son dans son alimentation, ou même en épices, en infusion, avec par exemple un petit peu de cannelle, un peu de cardamone aussi, qui va donc réchauffer et diminuer les excès de kappa. Ça, c'est pour les épices, des choses vraiment très simples. Et au niveau des plantes, j'ai envie de vous dire que la nature fait bien les choses, et c'est vraiment les plantes qu'on va retrouver en fait dans notre environnement là actuellement. Si vous avez la chance donc d'habiter à côté d'une forêt ou d'avoir un jardin ou même d'avoir une herboristerie à côté tout simplement, mais travailler avec les plantes qui sont en train de pousser, comme par exemple le pissenlit, ça tout le monde connaît, et c'est très amer. Donc l'amertume équilibre énormément les excès de mucosité notamment. Ça dynamise aussi énormément la digestion, et ça diminue en fait les toxines aussi du corps. D'ailleurs, même au niveau de l'alimentation, c'est une des saveurs qu'on préconise pour le printemps. Et pareil pour les plantes très amères. Bien sûr, si vous avez un excès de vata, il faudra éviter, ou alors mélanger avec d'autres épices qui vont tamponner un peu l'excès d'amertume. Mais ça, c'est une panacée du printemps pour bon nombre d'entre nous. Et la pâquerette aussi, ça on l'oublie, mais on peut la consommer, on peut la boire en infusion, on peut la manger également. Et elle va aider en fait à diminuer les toxines du sang et à purifier l'organisme. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'aliments à privilégier en cette saison afin de réduire kapha s'il est en excès, ou bien de diminuer les symptômes qu'on a vus précédemment, comme la prise de poids, la congestion, etc. Bien sûr. Alors, la courgette, qui peut aider à abaisser kapha. On a les asperges, tout ce qui est chou, donc les crucifères, qui vont aider à diminuer kapha. Le chou-fleur, les blettes. On a le curcuma, qui est amer, qui peut aider aussi à diminuer kapha. Alors, Sophie, nous avons parlé de plein de conseils à donner aux gens sur leur alimentation, les épices, les plantes à prendre en cette saison de printemps.
que leur conseilles-tu de plus ou comment peuvent-ils se renseigner ou approfondir leurs connaissances pour savoir quoi faire durant cette saison de printemps? Ben justement, en fait, j'ai écrit un e-book il y a quelques semaines sur la saison du printemps, donc qui se nomme Un printemps en pleine santé avec l'Ayurveda, qui fait 166 pages, donc c'est un gros bébé. Et en fait, dedans, j'ai justement donné plusieurs conseils, des rituels, l'alimentation ayurvédique à consommer pour le printemps pour s'équilibrer, des postures du yoga, des mudras à faire, les épices et les plantes à consommer aussi au printemps, et l'explication aussi des déséquilibres qu'on peut retrouver, comment soit appliquer vis-à-vis de sa constitution si on la connaît, pour en fait s'y retrouver au niveau du printemps et voir quelles sont les choses à adopter pour soi et pour s'aider à s'équilibrer pendant cette saison qui peut souvent chatouiller notre corps et notre mental, qui est une saison très clé puisque c'est une saison de transition et une des saisons à pas louper en fait pour rester en équilibre tout au long de l'année en fait. Donc ça, on peut le retrouver sur mon site soinsverts-de-sophie.com. Alors c'est un e-book, hein, donc je sais qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut l'imprimer? La réponse est non, parce qu'il y a le côté écologique aussi qui est important pour moi, et donc voilà, c'est vraiment c'est que en e-book pour cette version. Et comment diffuses-tu l'Ayurveda parce que nous connaissons également tes vidéos YouTube. Oui, Si tout tu peux à nous parler fait. un petit peu de ton travail et tes projets. Alors, comment je diffuse l'Ayurveda? Donc, ça passe par différents canaux. Il y a, tout à fait, comme tu viens de le dire, il y a ma chaîne YouTube, Les Aventures vertes de Sophie. Donc là, où j'explique un petit peu les choses qui me viennent en tête par rapport à l'Ayurveda et ce qui peut intéresser les gens aussi. Et j'ai un blog également, donc qui s'appelle Les Aventures vertes de Sophie. Donc, je sais que, voilà, soit les personnes aiment aiment lire les articles, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps, comme ça, elles peuvent avoir les informations via vidéo. Ça permet d'avoir les deux façons de prendre l'information. Et puis donc ça passe également par les réseaux sociaux, donc ma page Facebook et ma page Instagram où j'aime bien partager aussi des conseils ayurvédiques, des petites clés qu'on peut facilement appliquer dans sa vie de tous les jours. Et puis la première des choses c'est les consultations hein, pour partager avec mes clients où je prends 2 heures et on voit ensemble quels conseils on peut appliquer par personne en fait. Et tu m'as demandé pour les projets, c'est ça? Oui, et tes projets à venir. Oui. Alors, mes projets à venir. J'ai un projet d'écriture de livre qui va naître là dans les semaines à venir, donc sur l'alimentation et l'Ayurveda, donc que je vais écrire et qui sortira l'année prochaine en 2020. J'ai un projet également donc de formation, de création de formation, mais là c'est de manière plus globale. C'est pour en fait aider à appliquer l'Ayurveda dans ces changements de vie, mais vraiment de manière globale. Par exemple, quand on a une maladie, qu'on a dû changer de vie, quand on a dû changer de travail. Voilà, ce sont des choses que j'ai vécues et que j'ai vraiment envie de transmettre aux autres. Donc ça sera aussi bientôt en ligne et je vais partir en Inde là pour le mois de septembre, donc jusqu'au mois de décembre pour en fait assister à un Veda dans le nord de l'Inde cette fois et pas dans le sud de l'Inde, à Bir, donc près de dans les montagnes de l'Himalaya et pour 3 mois, 6 jours sur 7, voilà, pour travailler sur des cas cliniques et puis bosser sur le pouls parce que ça c'est voilà, je pense que vous le savez, hein, c'est très intense, ça demande énormément de travail et il faut s'accrocher quoi. Justement, l'Ayurveda, toi, tu l'as appris en France à travers une école? Alors oui, tout à fait. Je l'ai appris en France en fait dans une école parisienne où j'ai fait une formation de 3 ans et je suis partie donc 2 fois en Inde, mais dans le sud de l'Inde, dans le Karnataka, pour travailler sur le panchakarma notamment et sur la cuisine ayurvédique et la beauté ayurvédique, où j'ai suivi donc quelques cas aussi cliniques. Voilà, donc ça a été les deux en fait. Et puis comme on sait, avec l'Ayurveda, c'est sans fin en fait. Et surtout si on veut être un peu généraliste, il y a tellement de branches à apprendre. Du coup, il faut partir. C'est ce que j'encourage à faire, hein, c'est de partir vraiment le plus possible, le plus qu'on puisse en fait en Inde pour aller se former à la source, hein, forcément. Oui, on a besoin d'aller chercher justement la source de l'Ayurveda et qui est j'imagine encore, parce que je suis pas encore allée en Inde, c'est prévu, mais l'Ayurveda doit être encore plus vivante en fait en Inde, vraiment intégrée au quotidien. Alors oui, et en même temps, il y a des soins, c'est juste hallucinant quand on les voit. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'avais pris un soin pour les personnes qui avaient de la cataracte ou des problèmes oculaires.
en fait, on avait fait cuire de la viande de mouton dans une espèce de poterie. On avait mis carrément le jus de viande de mouton dans l'œil pour soigner la personne. Ça, c'est quelque chose, on le voit qu'en Inde, quoi. C'est pas possible de le voir en France. C'est des choses extraordinaires comme ça qu'on voit. On se dit, waouh, on peut soigner avec ces choses-là, quoi. C'est fou. Formidable. Et je pense qu'il faut aller en Inde pour le vivre, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et as-tu eu l'occasion, toi, d'être curiste et de faire, par exemple, une cure Panchakarma? Alors hélas non pas encore. Je suis toujours partie en Inde pour me former, c'est vrai, et ça c'est marrant que tu me le dises parce que ça fait partie là de mes projets. J'espère le faire l'année prochaine. Alors pas pour ce voyage-ci, mais pour le prochain. Mais faire expérimenter le panchakarma, mais cette fois côté côté soigné. Voilà, c'est ça. On a une question importante, Sophie. Tu es donc notre première personne qu'on interviewe, mais on a prévu dans nos interviews de poser une question en particulier dont la réponse peut être très personnelle. Cette question s'appelle l'instant de gratitude. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais remercier ou de manière globale, quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais remercier aujourd'hui? Très belle question. Alors, en fait, tout simplement, j'aimerais remercier, mais vraiment, hein, de plus profond de mon cœur, c'est la vie, tout simplement, parce que c'est mon meilleur des guides, c'est mon meilleur maître, et c'est elle qui me permet aussi cet alignement, qui me permet de m'envoyer les bonnes personnes pour mes prises de conscience, mes déclics. De m'envoyer aussi les bons événements de vie au bon moment. Finalement, je me rends compte que c'est comme si on faisait une équipe. Tu vois, j'appelle la vie ma team lumière, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression de faire une équipe avec elle. À partir du moment où je suis en conscience et que j'écoute ses messages, si je me borne et que je suis têtue, alors là, c'est blam, une petite claque dans la figure pour me dire, mais Sophie, réveille-toi, c'est pas par là qu'il faut aller. Mais quand j'écoute et que je suis consciente, tout se déroule bien, et je sens vraiment ce lien, cette main guidée. Donc j'ai envie de remercier la vie pour tout ça et pour cette justesse, et de me permettre tout simplement d'être alignée et d'être sur mon chemin de vie. Voilà. Merci, Sophie. Merci. Que pouvons-nous te souhaiter pour la suite des aventures? Alors, j'ai envie de vous dire du bonheur, de faire des belles rencontres avec de belles âmes comme les vôtres, voilà, de faire des belles rencontres comme ça, d'échanger à cœur ouvert dans la véracité des liens, c'est important ça, de rencontrer des gens vrais, et puis de continuer à arpenter ce chemin et découvrir les mystères de l'Ayurveda et de la vie de manière globale. Très bien. Pour finir, est-ce que tu peux révéler à nos auditeurs un secret de bonne santé, ou alors donner quelques postures de yoga ou des mudras printaniers pour être en pleine forme durant cette saison? Alors pour moi, le meilleur des conseils ayurvédiques que je peux donner, c'est en fait, pour moi, le corps, c'est avant le mental. Ça, je l'ai expérimenté plein de fois, notamment quand je voulais quitter mon travail. C'est mon corps qui a somatisé mon mal-être alors que mon mental comprenait pas. Donc, pour moi, le corps, c'est comme s'il percevait à l'avance les choses avant que le mental ne les conscientise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter les signaux de son corps. Quand votre corps vous dit quelque chose, c'est pas pour rien. C'est que il a la bonne intelligence de vous informer, de vous dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait, dans votre vie. Et il sait ce qui est juste ou pas, en fait, pour vous. Donc, pour moi, c'est le gardien du bien-être, et la première des choses à faire, c'est d'écouter son corps, de pas chercher à se contorsionner ou à essayer d'éteindre la douleur ou de faire l'autruche et d'essayer de cacher les choses. Écoutez-le et soyez authentique avec vous-même. Ça, c'est le conseil de bien-être, le premier conseil de bien-être qui est pour moi le plus important. Ensuite, tu me parlais du yoga, c'est ça, du yoga du printemps? Oui. Alors, il y a des petites postures que j'avais justement partagées dans mon e-book du printemps. C'est d'abord la salutation au soleil, qui est très connue, qui est à pratiquer au printemps pour justement réchauffer le corps, dynamiser le corps et permettre d'abaisser, comme son nom l'indique, c'est la salutation au soleil, donc ça permet de réchauffer le corps, donc d'abaisser le dosha kapha qui est plutôt froid en termes d'énergie. Donc ça, moi je la pratique personnellement tous les matins. Voilà, je fais 10 minutes en fait, 10 minutes, 10 à 12 minutes en fonction du temps que j'ai, et ça suffit pour me mettre en forme et pour commencer ma journée. Donc ça, je le conseille, c'est tout simple. Et en termes de mudra, alors il y en a pas mal. Laquelle je pourrais conseiller le plus? Je dirais Pran Mudra. Pran Mudra, je sais pas si vous connaissez le mot pranayama.
Enfin, oui. Vous, je suis sûre que oui. Mais c'est pour les auditeurs. Pranayama, je sais pas si vous avez fait un podcast dessus ou pas. Ou Encore, si tu peux peut-être donner justement une petite définition. Donc le pranayama, en fait, ce sont des exercices de respiration qu'on fait pour faire circuler donc l'énergie vitale qu'on nomme prana. Et le prana, en fait, on le capte beaucoup avec l'entrée par le nez, en fait. L'air, pour l'Ayurveda, c'est aussi une forme de nourriture. La façon dont on va respirer, dont on va ouvrir sa cage thoracique et ses canaux nasaux, c'est tout aussi important que la qualité de l'air qu'on va inspirer. Donc pour l'Ayurveda, le pranayama, ce sont des exercices de respiration. Il y en a toute une palette pour justement travailler sur son ouverture et sur vraiment l'inspiration d'air de manière qualitative. Donc voilà, le pranmudra, c'est oui, on peut pas me voir là, mais en fait c'est un mudra, pardon, qu'on peut faire pour le printemps et qui va aider justement à renforcer cette force de vie, parce qu'il y a le mot pran dedans qui fait penser à pranayama et qui permet en fait d'augmenter son énergie vitale, de lutter aussi contre la fatigue printanière qu'on peut avoir. Donc quand kapha augmente dans l'organisme, on peut se sentir aussi assez léthargique, assez fatigué. Et le pranayama, en fait, on a le pouce, l'index et petit doigt qui sont tournés en fait vers le haut, et les autres doigts en fait sont pliés. Vous pourrez regarder en fait sur internet les photos, et ça permet en fait aussi d'activer l'élément feu et l'élément terre dans le corps, donc de les équilibrer en fait. Parce que le feu et la terre sont associés au prana, donc à l'énergie vitale dont je vous parlais tout à l'heure. Super, merci beaucoup Sophie. J'ai fait une vidéo sur la dinacharya du printemps que vous pouvez aller voir pour voir un petit peu des petites clés ayurvédiques pour s'aider justement à soutenir son énergie pendant le printemps. C'est vraiment des choses toutes simples, des choses toutes douces et que je trouve très intelligentes en fait, que l'Ayurveda nous encourage à faire pour justement soutenir son énergie. Vous verrez, une fois qu'on commence, en général, on devient vite accro. Comme la dinacharya d'ailleurs, c'était notre épisode 3, mais c'est vrai que tu avais fait une belle vidéo sur ta dinacharya du matin. Est-ce que tu arrives à la tenir tous les matins? Alors, on va dire que tous les jours de ma vie, non. Il y a des jours vraiment où c'est pas possible parce que je vais être assez fatiguée, ou alors il faut que je cours parce que j'ai des rendez-vous dans tous les sens. Et là, c'est vrai que je m'astreins à le faire parce que je vois les jours où je la fais pas. Mon énergie, c'est pas du tout la même, quoi. J'ai beaucoup plus de mal à me concentrer. Ma force, elle est beaucoup moins stable dans la journée. Je sens qu'il y a beaucoup plus de pics énergétiques. Donc, quand je la fais pas, je sais que je vais en payer un peu les frais dans ma journée un peu plus tard. Donc, je m'astreins quand même à la faire le plus possible. Après, s'il y a des jours où je peux pas pour X ou Y raison, je vais pas me flageller et c'est ok comme ça, quoi. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup en tout cas. C'était notre première interview. Merci. On est très grand plaisir, avec grande joie. Bravo à vous et merci encore pour ce bel échange. Plein de lumière à vous et plein de belles ondes pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!